dire quelqu'un qui vient des États-Unis ou quelqu'un qui... Mais il n'y a jamais eu, en 30 ans de loi 101, il n'y a jamais eu de problème avec les Américains à cause des séjours temporaires. Non, c'est déjà prévu. Mais en tout respect, M. Molker, quelles sont les exceptions qui pourraient être acceptables aux yeux de la Cour suprême ou aux yeux de la Charte des droits, ou enfin... quelles sont les exceptions qui sont acceptables? Vous me donnez un exemple, donnez-moi d'autres exemples. Si j'étais à votre place, c'est le seul que je mettrais. Mais si les proches collaborateurs que vous avez au ministère vous disent, et au ministère de l'Éducation qui s'occupe de ça au jour le jour, vous disent qu'il y a d'autres cas, allez-y. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est ceci. La Cour suprême n'a jamais dit que dorénavant, et la Cour suprême, en fait, a dit exactement le contraire à 3 reprises dans le jugement. La Cour suprême dit à 3 reprises, on ne veut pas la liberté de choix pour la langue d'enseignement. Ce n'est pas ça le but recherché. Or, ce qui est proposé ici, c'est la liberté de choix. C'est freedom of choice pur et simple du moment que tu rencontres cette grille d'analyse. Et c'est ça l'erreur de base du projet de loi 103. Alors, il faut remettre ça sur 100 fois sur le métier. Bien, on va le remettre, mais le problème, c'est qu'on est rendu assez proche de la date limite d'1 an, mais il n'y a rien qui est impossible s'il y a de la bonne foi de tous les côtés. Mais le problème, c'est que le fardeau, vous êtes en train de le prendre sur vos épaules, alors que le fardeau doit être sur les épaules de ceux qui se réclament une exception au régime généralisé. Moi, je vous donne le seul exemple que je connais, qui est le cas que j'ai cité tantôt, d'un anglophone qui choisit l'école privée anglophone non subventionnée. C'est le seul que je connais. S'ils en ont d'autres, mettez-les. Dites, les personnes suivantes sont réputées conserver leurs droits en vertu de 73 et 23. Occupez-vous de minimis, juste de ça, et ne pas ouvrir les portes grandes ouvertes parce que c'est l'erreur. Les contestent, ce ne sont pas des parents anglophones, ce sont des parents francophones et allophones. Qui continuent de contester. Et s'ils ont les sous pour rester dans une école privée non subventionnée, qu'ils le fassent, grand bien le fassent. Aucun problème, j'en suis fort aise. C'est pas ça le débat. Ça. Le débat, c'est l'école passerelle. Oui. L'école passerelle qui existe. Il y a des écoles, vous le savez, comme moi, où il y avait 15 classes de première année et une classe de deuxième année. Les anglophones qui sont venus hier, des gens du milieu anglophone nous ont dit qu'il n'y avait pas d'école passerelle, que ça n'existait pas, qu'ils n'avaient jamais vu un enfant faire la passerelle. Ils disaient qu'ils ne connaissaient même pas un cas. Alors, il faudrait quand même qu'ils nous expliquent à ce moment-là comment il peut y avoir 4000 étudiants qui n'ont pas le droit d'aller à l'école anglaise au Québec, qui fréquentent l'école anglaise au Québec à ce moment-là. Le fardeau est sur eux. Sur la clause dérogatoire, qu'est-ce que vous dites à ce sujet-là? Vous avez connu M. Lorrain, vous avez connu M. Ryan, vous étiez probablement là quand ça a été appliqué sur l'affichage? Oui, j'étais là. J'étais consulté au début. Évidemment, j'étais triste quand ça a été utilisé. Et c'est pour ça que la solution qui a été retenue après la décision des Nations unies n'avait plus de clause nonobstant. Oui. Et nonobstant l'absence de la clause nonobstant, M. Ryan a eu le courage de dire, moi, je lis au minimum le jugement de la Cour suprême et je maintiens l'unilinguisme français le long des autoroutes. Et c'est encore le cas aujourd'hui, puis ça n'a jamais été contesté. Je vous propose... Il y a quand même prédominance du français dans l'affichage avec... Pas le long des autoroutes. Non, mais... Le long des autoroutes, on a maintenu le visage français du Québec et c'est un beau compromis. Et c'était juridique, mais surtout politique. Et je sais la différence entre les deux. Mais dire que tu peux utiliser la clause nonobstant avec l'article 23, c'est un argument politique, ce n'est pas un argument juridique. Parce que juridiquement, malheureusement, parce que j'en ai contre la Charte des droits qui a été imposée contre la volonté de l'Assemblée nationale du Québec, mais il faut vivre avec la réalité qui est cette charte-là. Et c'est très clair que tu ne peux pas utiliser la clause nonobstant. J'entends les arguments des gens, des tenants de cette option-là. J'ai écouté le mieux que je pouvais. Je suis avocat. J'ai travaillé dans ce domaine-là longtemps, mais je ne vois vraiment pas comment on peut contourner les dispositions claires de la Charte qui disent que tu ne peux pas utiliser une clause nonobstant pour l'article 23. Je ne vois pas comment on peut contourner ça. Hier, nous avons reçu Maître Bernard et il nous a proposé un libellé. Un libellé, est-ce que vous auriez le temps, vous seriez disposé par rapport à ce que vous avez comme observation, puis ce que vous savez comme background, comme expérience, de nous proposer, de nous faire une proposition par écrit? De la même manière que j'ai offert mes services comme bénévole à M. Ryan pour les différentes commissions informelles qu'il avait créées, si vous m'invitez, ça serait avec plaisir.
Alors, je vous invite à le faire parce que tout ce qui est, la commission parlementaire est justement là pour entendre les différentes parties. Puis, je demande, évidemment, puis on demande aux gens de nous faire des suggestions. Et toutes les j'ai demandé ce matin outre ce qui est prévu ici dans notre mémoire, parce qu'effectivement, c'est un travail qui est mieux fait en équipe, mais si vous décidez de constituer un panel pour vous aider là-dessus, je peux vous dire qu'il n'y aurait pas d'erreur facturable là-dedans. Ce serait pour la nation, Madame la ministre. J'ai pas d'autres questions aussi. Merci beaucoup. Plaisir. Alors, nous poursuivons et je vais céder la parole à notre collègue, le député de Port-du-Hoc, porte-parole de l'opposition officielle en matière de langue. Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Mulcair. Bonjour, Madame. Bonjour, Monsieur Curzi. Évidemment, quand on parle de la clause dérogatoire, c'est évidemment pas pour d'aucune manière contraindre l'article 23. Tout le monde sait très bien que c'est inapplicable. De toute façon, cette clause dérogatoire-là, elle n'est pas essentielle du tout pour régler la situation. Ça a toujours été et présenté comme tel, comme étant dans l'éventualité où il y aurait des poursuites ou des contestations judiciaires, qu'on puisse cesser ces heures ouvrables qui, ma foi, sont assez coûteuses et complexes et inextricables, et pour en terminer. Mais votre proposition, finalement, elle reprend pour l'essentiel l'application stricte de la clause Canada, parce que la clause Canada ne prévoit pas d'exception. Et ce que le jugement a dit, c'est vous allez trop loin, vous avez le droit de légiférer sur la langue, mais on considère que l'application que vous faites de la loi 104 est exagérée. Mais quand on propose la stricte application de la loi 101, tout ce qu'on fait, c'est se conformer à l'esprit direct de l'article 23 de la Charte canadienne. Et vous faites bien de renvoyer à la case départ. La oui. Charte de la langue française a prévu, et l'exemple que je donnais tout à l'heure vaut la peine d'être répété, 76 et 76.1. Dr. Lorrain l'a mis, parce que j'étais là. Et les parents anglophones disaient « Wow! Moi, au lieu d'aller vers les cours d'immersion pour mon enfant, je l'ai mis carrément à l'école française, mais je ne veux pas qu'il perde le droit éventuellement. » Dr. Lorrain a dit « Vous avez raison. Ils seront réputés. » Un ami et collègue, Michel Sparer, qui est le rédacteur de la loi 101, l'avait dit en boutade. Il dit « On a créé un système de caste pour la communauté anglophone. » Et il ne faut jamais perdre de vue que ceux qui ont la liberté de choix, c'est la communauté anglophone. Absolument. Donc, ce n'est pas cette communauté-là qui va être la première à se plaindre, outre l'exception que j'ai donnée tantôt, parce que c'est un cas réel. Quelqu'un qui m'a dit, non, moi j'ai choisi l'école privée anglophone non subventionnée, ne vient pas me dire que ça n'existe pas, ce que mes enfants ont fait comme étude. Réglons son cas. Faisons un 76.2. Mais le problème de départ dans ce qu'on est en train de faire ici, c'est qu'on est en train non seulement d'accepter l'interprétation la plus large du jugement de la Cour suprême, on est en train de se laisser écraser par cette décision-là. Et de la même manière que Claude Ryan s'est tenu debout, il a dit « J'aurais pas besoin d'une clause non-obstant. Je vais régler mon problème avec la décision des Nations unies dans le dossier de l'affichage, mais je vais maintenir mon bout pour préserver le visage français du Québec. » Ça, c'est quelque chose qui a été maintenu. Personne ne l'a contesté. Personne, même les compagnies puissantes parce que les exceptions qui existaient continuent pour les activités culturelles et ainsi de suite. Mais d'une manière générale, quand quelqu'un débarque au Québec et il longe l'autoroute du souvenir de l'aéroport d'Orval au centre-ville, il va voir un affichage en langue française. Ça va être son premier